Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc aujourd'hui, effectivement, devant vous, je vais parler en mon nom propre en tant qu'universitaire, mais j'aimerais commencer par dire que je reconnais complètement que les connaissances que je vais vous partager aujourd'hui, les analyses, même si j'en prends toute la responsabilité, sont aussi des analyses qui sont construites et co-construites par et avec d'autres. Alors, bien sûr, les différentes associations de personnes trans avec lesquelles nous avons travaillé, j'ai travaillé et nous avons travaillé au cours du temps. Mais ici aussi, pour ce qui est de mon travail personnel, le travail que j'ai pu mener au sein d'une association en particulier qui est le GIAPS, le groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles, une toute petite association, hein, tout à fait modeste, de juristes, mais qui a quand même eu la particularité d'être l'une des premières à vraiment être centrée sur une lutte par le droit, parce que les personnes qui ont compris le clin d'œil du JIA savent que le GIAPS s'inscrit dans la filiation en réalité de ce qu'ont été les groupes d'information et d'action à partir des années 60-70 pour les personnes prisonnières et puis encore aujourd'hui du GISTI. Donc notre particularité par rapport à d'autres associations présentes ici ou sur le terrain est que nous privilégions dans notre action la lutte par le droit. Et en l'occurrence en faveur de la remise en cause d'un ordre social structuré par la binarité de sexe, de l'ordre du genre de façon générale. Ça, c'est notre ambition. Hein, les réalisations sont plus modestes, évidemment. Alors ici, je ne vais pas vous parler, à strictement parler, des personnes trans par ou elles-mêmes. Je laisserai la parole à Lia juste après. Mais plutôt, en fait, de la façon dont la structuration de l'état civil autour de cette binarité de sexe affecte plus spécialement certains groupes que d'autres qui sont doublement ou triplement minorisés ou marginalisés. Alors, je pourrais vous parler très longtemps ici et je laisserai de la place pour les questions pour qu'on puisse revenir sur certains points particuliers parce que, notamment, on pourrait parler de la situation des personnes incarcérées. Ce n'est pas ma spécialité, mais je pourrais aisément en parler avec vous, mais je vous renvoie aussi vers des publications récentes. La revue Intersection, que j'ai le plaisir de co-diriger, qui est une revue Genre et Droit, consacre son dernier numéro à la question de l'enfermement, avec une place des personnes sur les personnes trans. Ma collègue Maïté Solier a récemment publié quelques articles importants sur justement la situation juridique des personnes trans en prison. Mais puisque on m'a demandé de parler aussi de quelques-unes des actions auxquelles j'ai pu collaborer, je voudrais commencer par évoquer avec vous deux situations plus spécifiques. La situation des personnes mineures, qu'on a un peu évoquée sur la question du corps, mais que je vais aborder par la question de l'état civil, et la situation des personnes de nationalité étrangère. Alors peut-être sur la situation des personnes mineures tout à l'heure. Alors on parle et on a parlé et on parle énormément de la situation des personnes mineures trans dans leur rapport au corps et à la médecine. Ça a été évoqué déjà ici. Hier encore, la plateforme Trajectoire Jeunes Trans a publié une réponse à la position de la Société américaine de chirurgie plastique de complètement interdire les mastectomies jusqu'à l'âge de 19 ans. Exactement ce qu'on évoquait, hein, cette espèce de limite de la majorité un peu fluctuante qui finalement s'étend quand il s'agit des personnes trans, mais d'autres aussi. Mais je vais vous montrer aussi tout à l'heure qu'elle a tendance aussi à reculer, c'est-à-dire dans d'autres cas. Je souhaite plutôt ici vous parler donc de leur état civil, qui devient aussi un objet de lutte. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment l'état civil va commencer à être englobé dans la lutte contre les droits des personnes trans. Alors même que s'il y a bien une particularité à l'état civil par rapport au corps, c'est que dans tous les cas et dans toutes les situations, les modifications possibles sont réversibles. Donc on devrait un peu moins paniquer s'il y a paniqué que sur les corps où il y a une irréversibilité la plupart du temps, pas toujours, mais on pourrait en discuter. Mais là, on pourrait se dire que ce ne sont que du et des papiers, et pourtant, ça devient aussi un enjeu fondamental, et c'est parce qu'en réalité, l'enjeu est ailleurs, bien sûr, et justement dans cette sauvegarde et pérennisation de l'ordre du genre.
Donc, lors de l'adoption de la loi de 2016, la loi Justice pour le XXIe siècle, qui a, vous le savez, considérablement facilité les modifications de la mention du sexe à l'état civil, on a admis que les mineurs émancipés avaient la possibilité de faire modifier la mention du sexe porté sur leur acte de naissance, en fait, dans les mêmes conditions que les personnes majeures. Alors, quand je dis on a accepté, encore une fois, c'est pas complètement évident, c'est en fait un peu un rattrapage de dernière minute d'ailleurs, hein, puisque dans la première version du texte telle qu'elle a été soumise à la commission mixte paritaire, les mineurs émancipés avaient complètement été oubliés, de telle sorte qu'on était parti pour se lancer dans des débats juridiques sans fin. Et c'est parce que la commission mixte paritaire a été non conclusive et qu'on est reparti pour un nouveau cycle de discussion sur cette loi qu'il y a eu la possibilité de rajouter un peu in extremis lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur un amendement de Erwan Binet et Alain Tourret, soutenu en Assemblée par Erwan Binet et Alain Tourret notamment, la possibilité pour les personnes émancipées de modifier leur état civil comme les majeurs. Alors c'est marrant parce que... C'est marrant. Ça, c'est un truc de prof de droit, on dit c'est marrant, après on dit un truc qui n'est pas du tout marrant, mais c'est marrant pour nous, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'un des arguments pour refuser, alors dans un premier temps, finalement, l'amendement a été adopté, mais refuser au départ d'introduire la situation des mineurs émancipés, c'est de dire qu'il n'y avait quasiment aucun cas. En l'occurrence, à l'Assemblée, il était argumenté qu'un seul cas avait été enregistré. Alors c'est drôle parce qu'en fait, le fait qu'il y ait très peu de cas, c'est parfois un argument pour dire que c'est pas la peine de légiférer, et puis parfois c'est un argument pour dire que c'est absolument indispensable de légiférer, et on va le voir notamment tout à l'heure quand on va avoir un peu les propositions de modification sur les personnes étrangères qui sont en cause. Mais, et c'est là que c'est intéressant, on semble avoir oublié les mineurs tout court, qui ne sont pas donc évoqués dans le texte. Alors, quand je dis qu'ils ne sont pas évoqués, c'est qu'il n'est pas dit que c'est interdit pour les mineurs de modifier leur état civil. On dit juste qu'il n'est pas possible, enfin, ils ne sont pas mentionnés comme dans la liste des personnes qui peuvent modifier la mention de leur sexe. Alors, c'est assez caractéristique de cette loi, hein, qui a oublié aussi d'adapter, par exemple, les règles de la filiation à la nouvelle situation des personnes trans qui pouvaient à la fois voir leur état civil modifié et conserver notamment leurs facultés reproductrices. Alors je mets évidemment des guillemets à oublier, non pas pour devenir un mème de guillemets sur Internet, mais aussi pour dire qu'en réalité ces oublis ne sont pas des oublis, ce sont en fait des situations où volontairement on ne parle pas de certaines situations parce qu'on ne veut pas non plus provoquer le débat sur ces questions. En réalité, c'est donc pas véritablement un oubli, la situation des personnes trans, puisque à l'époque déjà, plusieurs amendements avaient été déposés pour traiter de la situation des personnes mineures. Et avec d'ailleurs plusieurs sous-amendements. Il y avait eu plusieurs sous-catégories. Il y avait la possibilité d'ouvrir cette procédure de simplification aux personnes à partir de l'âge de 16 ans, sans autorisation parentale. Ou alors entre les âges de 6 et 16 ans avec autorisation parentale. Il y avait plusieurs sous-catégories qui avaient été proposées. Et c'est là où on voit qu'il y a à la fois une stratégie à proposer plusieurs types d'amendements et en même temps comment cette multiplication des amendements peut en fait permettre de jouer la raison contre l'absence de rationalité, puisque l'amendement sur les personnes mineures émancipées est adopté, mais qu'à l'époque, Jean-Yves Le Bouillonnec, qui rapportait sur la loi, qualifie les amendements pour les autres mineurs d'à la limite de l'absurde, je cite les débats. Donc en fait, c'est absurde de parler de la situation des 6-16 ans, et d'ailleurs, on va adopter la position rationnelle et mesurée, qui consiste à dire que les mineurs émancipés, donc un mineur émancipé, ça c'est rationnel et calme. Et d'ailleurs, l'amendement est adopté contre l'avis du gouvernement par la voix, à l'époque, de Jean-Jacques Urvoas. Pourtant, la question se pose en pratique, je veux dire, et en réalité dans des termes assez proches, hein, même s'ils ne sont pas exactement identiques que pour les personnes majeures, c'est-à-dire en fait l'atteinte à la vie privée dans le quotidien. Alors peut-être un peu moins que pour les personnes majeures, parce que sans doute que l'apparence ou la mention de monsieur, madame est moins présente dans le quotidien des jeunes mineurs, mais pour autant, le classement en bicatégorisation de sexe a des impacts
J'évoquerai rapidement la situation de la séparation des filles et des garçons dans des lieux considérés comme devant être non mixtes, comme par exemple les dortoirs en périscolaire, par exemple. Par exemple, la mention encore de monsieur et madame sur les diplômes qui sont développés, notamment le bac, qui, vous le savez peut-être, nous suit dans le temps et la vie, quoi qu'on fasse. Ça et notre appel de citoyenneté, enfin, de journée à la défense, là, qu'on finit par devoir continuer à présenter à 45 ans. Alors que par ailleurs, il a été prévu de très longue date dans le Code civil la possibilité de changement de prénom pour les mineurs, avec leur accord à partir de l'âge de 13 ans. Historiquement, pas du tout pour les personnes trans, mais pour toute une variété de raisons allant de questions religieuses à des questions vraiment purement familiales, des pratiques aussi culturelles, avec des pratiques dans lesquelles parfois les prénoms qui sont portés ne sont pas du tout les prénoms qui sont donnés pour diverses raisons. Et cette mise en accord, en réalité, de la pratique du prénom avec la réalité matériel de l'acte d'état civil est quelque chose qui est acquis de très longue date. Et donc, sans même qu'on demande l'avis des mineurs, d'ailleurs, avant l'âge de 13 ans. Dès lors qu'on considère qu'il y a un intérêt légitime. Et c'est là qu'il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on devrait considérer, si on interdit la modification du sexe, qu'elle est plus déterminante de l'identité que le prénom et le nom, par exemple, puisque ce serait plus grave de modifier le sexe que le prénom et le nom, tout en considérant par ailleurs que c'est très très important depuis très longtemps qu'on puisse modifier le prénom et le nom, et notamment historiquement pour des raisons religieuses, mais pas que, aussi pour des raisons de relèvement de personnes dont la meurtre pour la France, par exemple. C'est un des motifs pour conserver un nom qui disparaîtrait dans le temps, par exemple. Donc il y a ici une forme de paradoxe. Et face à ce silence organisé, je dirais de là, parce que c'est pas un silence comme oubli, mais c'est un silence organisé, il y a deux interprétations, malgré tout juridiques, qui étaient possibles. La première interprétation, c'était de dire que c'était une interdiction. Dès lors qu'on ne disait rien, on interdisait. La deuxième interprétation, c'était de dire que finalement, on ne disait rien, mais donc on en renvoyait aux règles générales de l'autorité parentale, à savoir que les titulaires de l'autorité parentale prennent des décisions en représentation du mineur, un seul des deux pour les décisions les moins graves, les deux pour les décisions les plus graves. Et ces deux argumentations, nous avons avec le GIAPS aidé un jeune homme trans à les porter en justice. Il était soutenu par ses deux parents qui étaient en accord avec la possibilité pour lui de modifier son état civil. Il a par ses parents, perdu en première instance, gagné en appel dans une décision de la Cour d'appel de Chambéry du 25 janvier 2022. Une décision de la Cour d'appel de Chambéry qui procède en deux temps, qui rejettera l'argumentaire construit autour de l'autorité parentale, en disant qu'en fait, ce n'est pas l'application des règles de l'autorité parentale qui permettent la modification de la mention du sexe à l'état civil pour les mineurs, parce que finalement, c'est trop grave, trop important, il faut garder la possibilité aux mineurs de réfléchir à cette modification. Okay. Mais en revanche, acceptera dans le cas présent par ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité, en considérant que pour cette situation particulière, le fait de ne pas modifier l'état civil était une atteinte vraiment importante aux droits de cette personne, et notamment parce qu'elle s'était engagée dans un processus de transition, y compris médical, important, qu'elle avait presque 18 ans, qu'elle allait passer son bac et que donc allait se poser la question de la mention au diplôme, de la journée d'appel à la défense, etc., etc. Alors, cette décision, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois une forme d'avancée, c'est-à-dire qu'en fait, ça montre qu'il est possible, en tant que mineur, de faire modifier la mention de son sexe à l'état civil dans des cadres de transidentité, mais avec une infinité de limites, qui est que cette idée du contrôle de proportionnalité dit qu'il faut vraiment avoir atteint un stade d'importance très très grande de la modification de l'état civil pour qu'on puisse l'accepter. Donc en fait, c'est une sorte d'imposition d'une, je vais le dire comme ça, d'une sorte de vraie transition vraiment très avancée pour pouvoir modifier l'état civil, alors que si c'est pas si net, pas si important, etc., alors on peut le refuser.
Et là, on voit qu'il est vraiment très important de la part de la représentation nationale de se saisir de la question, afin d'éviter notamment trop de disparités d'application de ce texte sur le territoire, parce que par ailleurs, moi j'ai eu connaissance de décisions dont je n'ai pas eu les décisions elles-mêmes, je n'ai pas réussi à les obtenir, de décisions dans lesquelles certains juges, notamment dans le sud-ouest, ont pu décider pour le coup de suivre l'argumentation de l'autorité parentale, en acceptant des modifications de la mention du sexe avec l'accord des deux parents dans l'intérêt du mineur. Donc en fait, tout existe. Et c'est bien pour les personnes en question, mais ça pose des questions en termes d'égalité d'application du droit sur le territoire. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité du Parlement qu'il faut souligner. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui vais ici dire que c'est un problème que les juges se saisissent de certaines questions et fassent application des droits fondamentaux pour faire évoluer la matière juridique. Loin de moi cette idée. Je ne rejetterai pas non plus l'idée d'un gouvernement des juges où ils prendraient des décisions comme ça contre l'avis de la représentation nationale, mais malgré tout, je pense qu'il y a une forme de lâcheté à laisser gérer les juridictions, des questions dont on sait très bien qu'il faut les gérer, les trancher, et finalement, c'est pas que les juges se retrouvent face à des questions qu'on ne s'était jamais posées, et puis bon, bah là, ils gèrent, c'est le principe. Là, sciemment, on les laisse gérer cette question parce qu'on ne veut pas s'y confronter devant la représentation nationale, parce qu'on ne veut pas engager ces débats collectivement, parce qu'on ne veut pas prendre position. Et je dirais que c'est exactement la même chose pour les questions de filiation ou pour les questions d'assistance médicale à la reproduction. On sait que les questions se posent depuis la loi de 2016. On le disait déjà à l'époque, la représentation nationale ne s'en saisit pas. Et ensuite, on a une infinité de positions jurisprudentielles différentes et des personnes qui mettent des années à lutter pour leurs droits. Et cette situation de renvoi comme ça aux juridictions, c'est quasiment la même situation que celle qu'on retrouve pour les personnes étrangères. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire en général. Tu vas, je crois, en parler. On pourra y revenir si vous le souhaitez lors d'une séance de dialogue ou de questions. Beaucoup de choses à dire sur l'accès à l'asile des personnes trans. Vous avez vu sans doute le rapport sorti par la section de la CGT de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, récemment, qui fait état de propos inqualifiables de la part de certains juges de la Cour, racistes, sexistes, homophobes, etc., qui n'ont pas de raison de ne pas s'appliquer aux personnes trans. On pourrait parler aussi de la possibilité d'accéder pour les personnes trans à des titres de séjour pour soins. Difficile, mais possible. Il y a encore une décision récente du tribunal administratif de Montpellier sur cette question, donc il faut sans doute davantage en parler. Mais je dirais plutôt quelques mots, comme je vous le disais, de l'état civil. Alors là-dessus, je me permets de renvoyer à ce petit guide que le GIAPS a co-travaillé avec l'association Accept Testé et qui est édité par le GISTI, qui est un guide qui permet d'accompagner les personnes étrangères qui souhaitent faire modifier leur état civil, donc la mention du sexe, mais également le prénom sur leur titre de séjour et puis globalement sur tous les documents qui sont délivrés par les autorités françaises. Il est librement on peut l'acheter en version papier, mais il est librement accessible aussi en téléchargement sur le site du GISTI et sur notre site internet. Ce guide vise à accompagner les personnes à faire leur démarche elles-mêmes. C'est tout l'objectif du GISTI. C'est pas l'idée qu'on leur dise d'aller voir un avocat ou une avocate pour faire ça. Il y a des modèles de recours, etc. Ce guide, il a été édité aussi avec l'idée qu'il faut accompagner les personnes dans cette espèce de méandre administratif entre l'état civil et la préfecture, parce qu'il y a une vraie question qui se pose pour faire modifier les titres de séjour et globalement les documents délivrés par la France. En réalité, il y a tout un argumentaire à tenir parce qu'il faut en premier lieu arriver notamment à faire écarter le droit national des personnes lorsque ce droit national prohibe les modifications de l'état civil et notamment de la mention du sexe. Donc il y a tout un argumentaire juridique à tenir, alors qu'en réalité, il ne serait pas impossible pour la France, comme elle l'a fait par exemple pour le mariage entre personnes de même sexe, de considérer qu'en la matière, c'est le droit français qui s'applique toujours. En matière de mariage, on écarte d'office la loi de la nationalité des époux et épouses si cette loi prohibe le mariage entre personnes de même sexe. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que ce n'est pas vraiment le mouvement actuel.
puisqu'on est plutôt dans un mouvement de méfiance, j'évoquerai avec vous la proposition de loi déposée par le député Charles Rodwell, qui a été récemment discutée en commission. Proposition de loi visant, je cite, à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention du risque d'attentat. Comme ça, on ne voyait pas trop le rapport, mais Toutes des femmes a souligné, notamment via ses réseaux sociaux, et c'est bien de faire de la communication même sur ces lois un peu confidentielles, que parmi les dispositions était évoquée l'interdiction de faire procéder à un changement de prénom et de nom pour les personnes étrangères. Alors la proposition est extrêmement mal rédigée. Enfin, franchement, on ne comprend pas grand-chose, mais ce que je crois comprendre, c'est que, grosso modo, on aurait le droit de faire reconnaître par la France des modifications de prénoms ou de noms telles qu'elles auraient été enregistrées dans le pays d'origine, et pas davantage. En gros, il ne serait pas possible de faire procéder, si je comprends bien le texte, qui est vraiment très très mal écrit, il serait interdit de faire procéder à une modification du prénom ou du nom s'il ne correspond pas à l'état civil étranger. Alors du coup, s'il correspond à l'état civil étranger, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi on aurait besoin de le faire enregistrer. C'est pas clair. Enfin, en vrai, c'est pas clair. Mais par ailleurs, cette proposition de loi, elle prévoit que pour toute demande de changement de prénom ou de nom, vous noterez qu'on ne s'est pas attaqué au sexe, je ne sais pas trop pourquoi, il faut présenter un B3, donc un extrait de casier judiciaire, au-delà de l'âge de 13 ans. Et l'idée, c'est que les officiers et officières d'état civil ne pourraient pas procéder à la modification de l'état civil seuls et devraient passer par le parquet, donc par les procureurs de la République, si ce B3 mentionne une condamnation pour acte de terrorisme, une condamnation pour violation de l'interdiction de sortie du territoire, ou une condamnation pour violation, en gros, des mesures administratives de surveillance, grosso modo des assignations à résidence. Et là, vous noterez que, d'un coup, les mineurs de plus de 13 ans sont dans la boucle. Là, d'un coup, pour éviter que des mineurs condamnés de 14 ans condamnés pour terrorisme changent de prénom pour échapper à la justice, pour ce que je comprends. Là, d'un coup, on s'intéresse à la situation des mineurs. Il ne s'agirait pas qu'ils puissent faire n'importe quoi. Donc cette espèce d'adultification des mineurs dans certains cas et de minorisation des majeurs dans l'autre, c'est ça qui se fait, et manifeste dans cette proposition. Alors, évidemment, ça va avec des propositions de modification des fichiers des personnes condamnées pour violences sexuelles et terrorisme. Alors, pourquoi pas les autres ? Je sais pas, il paraît que les étrangers sont spécialement agresseurs sexuels et terroristes, manifestement. Bon. Le sous-entendu est clair, vous l'aurez compris, politiquement, les auteurs de terrorisme ou les personnes étrangères visent à se soustraire au contrôle de la loi en usant des facilités de changement de prénom et de nom qui ont été acquis en fait comme des droits. Parce qu'en fait, c'est pas pour tous les changements de nom, c'est notamment pour les changements de nom pour prendre le nom de son parent qui ne lui a pas transmis. De la mère, généralement. Donc, en fait, c'est des lois qui sont des lois de droits fondamentaux, mais qui sont aussi des lois antisexistes, en réalité. Et donc, vous aviez tout à fait raison tout à l'heure de souligner que les reculs sur les personnes trans sont en fait des reculs sur les droits des femmes en général. Avec, encore une fois, un argument de protection contre le terrorisme et de protection contre, en gros, l'immigration illégale, qui est, selon moi, la quatrième, qui sont les 2 des 4 pattes des arguments qui font que tout passe. Vous en avez évoqué un tout à l'heure, très justement, c'est la protection de l'enfance. Pour moi, il y a 4 arguments qui permettent de faire passer n'importe quelle disposition législative aujourd'hui. C'est protection de l'enfance, parce que tout le monde a envie de protéger les enfants. C'est lutte contre le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est pas bien. C'est la lutte contre les drogues, parce que les drogues, c'est pas bien. Et c'est la lutte contre l'immigration illégale, massive, tout ce que vous voudrez, parce que l'immigration, c'est pas bien. Merci. Peu importe que les personnes trans soient emportées avec l'eau de l'autoritarisme, ce n'est pas important. Alors, que dire pour conclure sur ces différentes situations, et je reviendrai avec plaisir en détail avec vous si vous le souhaitez sur certains points.
eh bien, qu'il ne serait sans doute pas si important qu'un enfant soit une fille ou un garçon, ou alternativement l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre, si nous n'accordions pas tant d'importance à ces madame et monsieur bien pompeux qui s'étalent sur les diplômes de jeunes qui par ailleurs sont bien souvent bien déconsidérés par notre société. Si nous acceptions que les séparations garçons-filles dans les lieux collectifs sont moins, comme on l'entend parfois, un respect de leurs particularités, comme ça on peut continuer à glousser entre filles, que la manifestation de notre impuissance à lutter contre les harcèlements et les violences sexuelles qui peuvent exister entre mineurs, et par ailleurs de notre facilité à oublier qu'ils peuvent avoir lieu entre jeunes du même sexe, parce que ça n'a l'air de gêner personne qu'il puisse y avoir des viols entre garçons, ou du harcèlement entre filles, qu'il ne serait pas grave que les titres de séjour puissent être facilement mis en conformité avec l'identité de leurs porteurs et porteuses si nous n'étions pas dans une parfaite obsession du contrôle et du fichage des personnes étrangères en général, que le genre d'une détenue ou d'un détenu ne serait pas une question si était respectée la règle de l'encellulement individuel, que l'organisation de nos lieux d'enfermement permettait d'éviter les violences, voire même, puisque nous sommes dans un lieu où il est permis de rêver, si nous rêvions à un monde sans prison. Bref, que ces questions qui nous occupent, et à raison aujourd'hui, ne sont finalement que le sous-produit de questions plus globales à l'ambition transformatrice. Supprimer le sexe à l'état civil, oui, mais pas comme une fin en soi. Comme l'affirmation que cette mention n'est que finalement la matérialisation de tout un système à abolir. D'un système sexiste, d'un système patriarcal, d'un système homo et transphobe, profondément raciste. Tout ça, ce n'est qu'une sous-manifestation d'une catégorisation hiérarchisante des personnes en général, et pas seulement des hommes et des femmes. D'un système qui nourrit le capitalisme, en fait, en divisant ses victimes. Et parce que nous sommes ici presque toutes des femmes, sans doute faut-il user de cette position subalterne avec fierté pour renverser non pas l'ordre du genre, mais l'ordre tout court. Je vous remercie.